This conference will now be recorded. Bien. Alors, cette conférence est donc la suite de la précédente. Elle part sur une question qui est une question qui existe depuis longtemps dans l'historiographie, qui est de savoir est-ce que il y a un statut, c'est-à-dire que le statut des Juifs, c'est à la fois la loi sur la loi du statut qui s'adresse plus particulièrement à la population juive française. Est-ce que c'est attends, tu peux fermer ton voilà, merci. Là, est-ce que ça s'adresse spécifiquement aux Juifs français et que ce qui s'est passé avec les Juifs algériens ou avec les Juifs étrangers, c'est autre chose et il s'agit de politiques différentes, c'est une question qui n'est pas évidente, notamment parce qu'on a vu la semaine dernière que la décision du statut a été une décision qui a traîné pendant presque 3 semaines. Et donc, est-ce que par exemple, si finalement ils avaient décidé de ne pas publier le statut, on sait qu'il y aurait eu de toute façon la loi supprimant le, comment le décret Crémieux, puisqu'elle a de toute façon été prise sans rapport avec la publication du statut des Juifs. Et puis, il y aurait eu sans doute aussi, on va essayer de le voir, une loi sur l'enfermement des Juifs étrangers. D'un autre côté, il est bien évident que tout ça se passe dans une espèce d'ambiance qui est l'idée de faire une législation particulière vis-à-vis des Juifs et donc qui est un espèce de premier tournant dans la manière dont Vichy fonctionne et comme une espèce d'étape qui est passée jusqu'en octobre, il n'y a pas de législation particulière sur les Juifs et puis tout d'un coup, il y a 3 lois qui vont fonctionner. Quel est le rapport entre ces 3 lois? Donc voilà la première chose. Alors, on va passer d'abord à, là, si ça marche, j'espère. Voilà, on va d'abord passer à la question des Juifs d'Algérie. Très rapidement, d'abord, je voudrais dire un certain nombre de choses sur le décret Crémieux. Vous savez que le décret Crémieux est un décret qui a été pris par la République, la Troisième République naissante, puisque c'est en fait le gouvernement provisoire de la Troisième République qui était dirigé par Gambetta, qui était occupé par la guerre et l'invasion prussienne en France, etc. Et tout d'un coup, un des ministres, Adolphe Crémieux, profite en quelque sorte de ce moment pour publier une loi qui est une loi qui en fait était assez contestée. Il y avait eu déjà des essais avant. Depuis 1863, les Juifs comme les musulmans étaient des indigènes sujets français, mais ils n'avaient pas la citoyenneté française. Et tout d'un coup, donc sous l'influence de Crémieux, qui est bien sûr l'un des fondateurs de l'Alliance israélite universelle, donc il y a cette idée d'amener aussi aux Juifs d'Algérie la nationalité française. Alors, la question à l'époque était de savoir est-ce que c'est quelque chose qui a été fait contre l'avis des Arabes et provoquant en quelque sorte, enfin des musulmans et provoquant une espèce de jalousie ou non. Il semblerait que non. Il y a eu effectivement une révolte musulmane à ce moment-là, fin 1870, début 1871, mais il semble que ça n'a aucun rapport avec, que ça n'a aucun rapport avec le statut lui-même. Et donc, en fait, ça avait été relativement bien accueilli par la population musulmane qui, elle, ne voulait pas devenir en général citoyenne parce qu'elle préférait garder son statut particulier qui était le statut coranique, notamment par rapport aux tribunaux, etc. Mais d'un autre côté,
au fur et à mesure où la population européenne s'était développée en Algérie, il y avait toute une droite extrême qui s'était développée, puisque vous savez qu'à un moment, il y a même eu un député antisémite qui a été élu à Alger, et cette droite extrême, elle avait comme revendication de supprimer ce décret Crémieux sous le prétexte qu'il fallait remettre les Juifs dans le même statut que les musulmans, notamment pour préserver les relations avec les musulmans. Il faut bien comprendre que les circonstances ont commencé à changer, puisque dans les années 20 et encore plus dans les années 30, il y a un nationalisme musulman qui commence à prendre naissance. Et donc, si on veut garder une fidélité des musulmans vis-à-vis de la France et de la colonisation française, est-ce qu'il ne faudrait pas repartir en arrière et faire en sorte que et les Juifs d'Algérie, qui finalement au départ étaient quand même des Algériens, ils n'étaient pas des Français, en tout cas pour la plupart, et les Juifs musulmans soient sur le même niveau. Et on en parle beaucoup dans les années 30, et c'est quelque chose qui a tendance à avoir une approbation assez large parmi la droite française. Et il y a plusieurs publications qui vont être faites dans les années 30, etc., appelant à une annulation du décret Crémieux. Le gouvernement va décider donc le 7 octobre de supprimer ce décret Crémieux. On ne sait pas exactement si c'est le conseil de cabinet ou si c'est le gouvernement lui-même dans son ensemble qui ont fait cette suppression, mais en tout cas, ils reçoivent un soutien très large dans la presse de l'époque, on peut le voir très bien. Et en même temps, ce qui est frappant, c'est qu'on est au moment où le gouvernement français attend une réponse des Allemands pour savoir s'ils approuvent le décret sur le statut des Juifs, étant donné que le statut des Juifs devant s'appliquer en zone nord, donc les Allemands ont besoin de donner leur avis là-dessus, et on n'attend pas la réponse des Allemands. Le 7 octobre, tout d'un coup, il y a une décision qui est prise par le gouvernement. Et je pense qu'on peut affirmer plus ou moins sans se tromper que cette suppression du décret Crémieux, l'idée en est venue vraisemblablement parce qu'on est en train de travailler au niveau du gouvernement sur cette question du statut des Juifs, mais elle a tout de suite été acceptée par l'ensemble des participants du gouvernement, et donc il y a une législation propre vis-à-vis des Juifs d'Algérie qui s'est faite à ce moment-là et qui va continuer après par la suite, parce que c'est sans doute l'une des choses les plus intéressantes en ce qui concerne cette suppression du décret Crémieux, c'est que cette volonté de faire une loi particulière contre les Juifs d'Algérie va être renforcée ensuite par le fait que les conséquences du statut vont être des conséquences particulières à l'Algérie. C'est-à-dire que la manière dont le statut va être appliqué en Algérie ne va pas être la manière dont il est appliqué en France, mais il va être adapté à des considérations particulières des colons et des pieds noirs, comme on dit en général, et avec cette volonté que effectivement l'exclusion des Juifs de cette nationalité française, elle soit traduite dans les faits. C'est-à-dire qu'on aurait très bien pu avoir une décision du 7 octobre qui faisait que les Juifs d'Algérie redevenaient des indigènes, mais en même temps que concrètement,
ça ne faisait pas beaucoup de différence. Que les élèves juifs restaient dans les écoles françaises, ils continuaient à participer aux associations diverses et variées françaises, etc. Or, le choix qui a été fait, et qui est le choix essentiellement des administrateurs de l'Algérie sur place, a été d'aggraver systématiquement les décisions du statut des Juifs, qui lui est publié donc quelques jours plus tard, de manière à ce que ça oblige les Juifs d'Algérie à redevenir en quelque sorte une population à part. Alors, ça se voit très bien assez rapidement, par exemple, dans le scoutisme. Je suppose parce que j'en en a parlé il n'y a pas longtemps avec donc Georges Fall qui vient de sortir un livre sur Constantine. Et Georges Fall explique que lui était aux Éclaireurs de France depuis 1938 et quand le statut est publié, quelques jours après, il y a une circulaire qui paraît de la part donc des délégations du ministère de l'Éducation nationale en Algérie pour obliger les mouvements scouts à appliquer un numerus clausus qui exclut la plupart des enfants juifs des scouts de France ou des éclaireurs unionistes, les éclaireurs protestants, et qui va faire d'ailleurs que le mouvement des éclaireurs israélites de France, qui lui aussi avait commencé depuis 1938, va tout d'un coup augmenter d'une façon absolument incroyable parce qu'il y avait beaucoup de jeunes juifs qui étaient des jeunes juifs à la fois tout à fait rattachés à leur communauté, mais qui en même temps, parce que par exemple, leur instituteur ou leur prof étaient des animateurs de ces mouvements scouts, éclaireurs de France ou éclaireurs unionistes, les avaient mobilisés dans leur troupe ou dans leur ancienne troupe, etc., puisque c'était leurs élèves. Et là, tout d'un coup, tous ces jeunes, d'après les chiffres que donnait Georges Fall, par exemple, à Constantine, il y avait une soixantaine de jeunes juifs aux éclaireurs de France et à peu près 30 ou 35 aux éclaireurs unionistes. Ça veut dire qu'il y a une centaine de jeunes qui tout d'un coup se retrouvent à l'extérieur du scoutisme et donc qui automatiquement vont passer aux éclaireurs israélites de France. Et donc, il y a un développement particulier du mouvement des EI qui va devenir extrêmement important et qui est lié d'ailleurs, je dirais, à une réaction très normale, peut-être très saine de la part la population juive, puisque cette population juive redevient véritablement juive, c'est-à-dire qu'on l'oblige à être juive, eh bien, elle va retourner peupler les synagogues, les cours, les différentes associations, etc., de manière beaucoup plus importante que ce qui se passait avant 1945. Il y a vraiment une espèce de réaction, en tout cas de la part d'une partie de la communauté, qui va être, comment dire, un choix de revenir vers l'identité juive, et le summum de ça, c'est en septembre ou octobre 1942, lorsque il y a un numerus clausus extrêmement drastique pour les écoles, qui fait que la plupart des jeunes juifs d'Algérie vont se retrouver en dehors donc du système des écoles européennes qui étaient les bonnes écoles en général, et donc il va y avoir un effort extraordinaire de la part de la communauté, de la part des associations, des synagogues, etc., pour créer de nouvelles écoles qui vont accueillir ces jeunes juifs et qui d'ailleurs vont faire que souvent les classes où jusque-là étudiaient les jeunes juifs vont avoir de gros problèmes parce que c'est les meilleurs élèves en général qui étaient partis de ces classes et qui se retrouvent donc dans cet enseignement juif particulier. Mais en même temps, il y a un sentiment très difficile
de la part de ces Juifs d'Algérie, puisqu'ils avaient eu l'impression depuis le décret Crémieux, depuis 1870, que la France les avait accueillis, avait tout fait pour finalement les intégrer comme des bons citoyens français, et tout d'un coup, ils se retrouvent montré du doigt et mis à part, ce qui est un sentiment extrêmement difficile. Donc il y a une espèce de double sentiment, et on voit ça d'ailleurs très bien dans beaucoup de témoignages. J'ai lu pas mal de témoignages quand même sur cette période en Algérie, dans laquelle on voit où les gens à la fois sont très heureux et très fiers de ce qui s'est passé au niveau communautaire, et en même temps très amers sur ce qui s'est passé dans leur espèce d'identité française et dans leur rapport avec la France. Alors, en parallèle, une chose qu'on oublie souvent, c'est qu'une partie des Juifs d'Algérie ne sont pas en Algérie, mais ils sont en France. Pourquoi? Parce qu'il y avait un certain nombre de gens, soit qui étaient souvent entre les deux, c'est-à-dire qu'il y avait des moments dans leur vie économique où ils étaient plutôt dans la métropole, et puis des moments où ils étaient plutôt en Algérie. Soit il y en a certains qui sont vraiment allés s'installer, notamment à Marseille et dans la région de Marseille, où il y a une très forte proportion de juifs séfarades, de juifs algériens qui se sont installés là-bas. Et la question se pose, qu'est-ce qui se passe avec ces juifs? C'est-à-dire à partir du moment où, au début de l'été 1942, les déportations vont commencer, est-ce que les juifs d'Algérie vont faire partie immédiatement des premières victimes, hein, puisque eux aussi ont été exclus en quelque sorte de leur rapport avec la France, ou est-ce qu'au contraire, le fait malgré tout d'être indigènes sujets français est quelque chose qui va les protéger? Et donc j'avais fait quelques statistiques qui ne sont pas générales, mais à mon avis qui étaient quand même suffisantes dans mon livre de 2012, et où j'avais constaté de manière surprenante pour moi que le profil, si je puis dire, des déportations chez les Juifs algériens était extrêmement proche du profil des Juifs français. C'est-à-dire que là, une grande partie des Juifs originaires d'Algérie qui étaient en métropole vont être arrêtés et déportés après l'été 1943, comme la plus grande partie des Juifs français, avec une exception qui est l'exception de la grande rafle de Marseille en janvier 1943, où à cause de cette rafle, là, il y a une espèce de pic de déportation des Juifs d'Algérie qui est beaucoup moins marqué chez les Juifs français, mais marqué particulièrement chez eux à cause de la proportion donc de Juifs d'Algérie qui vivaient à Marseille et dans la région. Donc ma conclusion, en tout cas à l'époque, mais je ne suis pas retourné depuis sur les statistiques, était que de manière générale, les Juifs d'Algérie qui étaient en France ont quand même été mieux protégés que les Juifs étrangers, et notamment bien entendu les Juifs étrangers qui n'avaient pas de statut et qui étaient dépourvus de toute nationalité. La dernière chose dont je veux dire juste quelques mots, c'est la question du rétablissement du décret Crémieux. Vous voyez que j'ai mis deux dates, novembre 42, octobre 43. On aurait pu penser que l'arrivée en novembre 1942 et des Anglais et des Américains et le premier changement de régime là-bas, puisque finalement c'est Darlan qui se trouve par hasard ou pas par hasard, qui se trouve à ce moment-là donc à Alger, qui va devenir le responsable de l'Algérie française. Et donc on aurait pu se dire, avec l'arrivée des Alliés, c'est évident que l'antisémitisme particulier qui s'était développé contre la population juive algérienne va disparaître. Eh bien, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est quelque chose qui va prendre pratiquement un an. Et
à plusieurs reprises, il va même y avoir des négociations entre les communautés juives et un certain nombre d'organismes musulmans, y compris les organismes politiques musulmans, et on s'aperçoit que de la part d'une partie du personnel politique musulman algérien, il y a une réticence à ce que le décret Crémieux soit rétabli, parce que ils pensent que dans le cadre de cette espèce de nationalisme qui est en train de naître, il vaut mieux que les Juifs restent du côté des Arabes musulmans et participent justement à cette espèce de combat national pour l'Algérie qui est en train de commencer à se développer. Finalement, en octobre 1943, d'ailleurs, après que il y a quelque chose de très bizarre, puisque vous savez que celui qui, à partir de début 1943, va devenir le gouverneur de l'Algérie, c'est Pérouton, c'est-à-dire celui qui avait été l'un des pères fondateurs des lois contre les Juifs en octobre 1940. Et donc, Pérouton, bien sûr, ne va pas toucher au statut, et ce qui va être décidé, c'est de supprimer les lois négatives contre les Juifs. Par exemple, à partir de mars 1943, les élèves juifs peuvent retourner dans les écoles. Donc, on supprime les numerus clausus et ce genre de choses. Mais en même temps, on renouvelle. Il y a un décret qui vient confirmer l'annulation du décret Crémieux. C'est une situation très ambiguë, très bizarre, et il va falloir attendre octobre 43, c'est-à-dire après que De Gaulle ait pris totalement les commandes à l'intérieur du Conseil donc de la France libre, mais pas vraiment sous l'influence de Gaulle, en fait, parce qu'il va y avoir une influence d'un certain nombre de personnes qui vont, d'origine juive en général, qui vont pousser à ça, mais c'est seulement donc en octobre 43 que le décret Crémieux va être rétabli, et d'ailleurs il ne se passera rien, certains avaient annoncé des catastrophes par rapport à la population arabo-musulmane, et en réalité, le rétablissement du décret Crémieux un petit peu passe comme une lettre à la poste, et il n'y a plus de problème à partir de ce moment-là pour les Juifs d'Algérie, à part peut-être cette espèce de ressentiment qui va rester et qui est une question par rapport à laquelle on peut se poser, de comment, malgré ce ressentiment, les Juifs d'Algérie finalement sont restés des citoyens français extrêmement fidèles, mais ça c'est déjà une question qui est différente. Alors deuxième sujet, c'est le problème des Juifs étrangers, pas seulement les Juifs apatrides, même si c'est beaucoup autour de la question des Juifs apatrides. Et ce que je vais faire maintenant, si vous êtes d'accord, c'est que je vais vous inviter à l'intérieur de la cuisine de l'historien, c'est-à-dire qu'on va voir un petit peu les difficultés qui se présentent parfois à l'historien s'il veut essayer de comprendre véritablement comment les choses se sont mises en place. Alors, pour ça, on va construire les choses de la manière suivante. On va d'abord regarder le texte qui est à gauche. D'accord, vous voyez, ce texte tout à gauche, qui est un extrait de journal, j'ai oublié de marquer, c'est un extrait de journal du 12 septembre donc 1940, après un conseil des ministres où pour la première fois Marcel Pérouton, qui est donc devenu le ministre des Affaires intérieures, participe de manière active à ce conseil des ministres, puisque ça fait seulement 5 jours qu'il est ministre au gouvernement de Vichy.
Il y a un certain nombre de sujets qui vont être débattus. On le voit après, tout en bas, vous voyez que c'est marqué les grands travaux, parce qu'un des grands problèmes, et on va revenir dessus, du gouvernement de Vichy, c'est la question du chômage, c'est la question de l'économie, etc. Et puis, si vous regardez, ce qui est intéressant, c'est tout ce qui est marqué en gras au-dessus. Alors, comme je ne suis pas sûr que vous pouvez lire, donc je vais me permettre de lire ça. C'est-à-dire que on a ici le communiqué du Conseil des ministres qui est donc lu par Marcel Pérouton et qui commence là les lignes en italique. C'est un cadre général dans lequel il est marqué que le Conseil des ministres est particulièrement occupé de comment assainir, c'est vraiment le terme qui est employé, le sentiment national et le fonctionnement national donc de la France. Et il y a trois décisions qui sont prises. La première décision, elle est en fait une décision vis-à-vis des gaullistes et de ceux qui sont partis à l'extérieur de la France. Donc, je ne vais pas la lire, mais c'est une aggravation des mesures qui sont prises contre donc les émigrés de l'époque, c'est-à-dire ceux qui ont décidé de quitter la France pour continuer la guerre, notamment aux côtés donc de Charles de Gaulle. Le deuxième paragraphe, qui est donc en gras, je vous le lis intégralement. La présence sur le territoire de très nombreuses personnes émigrées ou expulsées de leur pays. On sait très bien qu'il y a une partie de ces gens qui sont venus en France parce qu'ils n'avaient pas le choix. C'est le cas entre autres d'une partie des Juifs allemands qui sont arrivés à la fin des années 30. Donc, émigrés ou expulsés de leur pays, étrangères ou apatrides, hein, ça comprend vraiment tous les étrangers, israélites ou non israélites, parce qu'on sait que parmi ces gens qui sont arrivés dans les années 30, ben, il y a pas mal de juifs qui avaient fui soit la Pologne, soit ensuite l'Allemagne nazie, puis l'intégration de l'Autriche à l'intérieur de l'Allemagne nazie. Et donc, une fois qu'on a défini en quelque sorte toutes ces personnes d'origine étrangère, et qu'elles soient juives ou pas juives, eh bien, constituent un danger certain pour la tranquillité et l'ordre public. Le Conseil des ministres a décidé de leur appliquer certaines mesures précises de sauvegarde nationale. On ne nous dit pas plus, mais on nous dit quand même que donc il y a des mesures qui vont être prises contre cette population très particulière des étrangers, et ça correspond tout à fait à un des soucis de Vichy, comment faire en sorte pour essayer de se débarrasser le plus possible des étrangers qui sont en France et qui, quelque part, hein, comme disait Fernand Reynaud, mangent le pain des Français, c'est-à-dire occupent un certain nombre de fonctions économiques, etc. Donc, première chose qui est marquée dans ce communiqué, c'est que, en dehors bien sûr de l'histoire des gaullistes, c'est qu'on va prendre des mesures contre les étrangers, qu'ils soient juifs ou non juifs. Et on ne précise pas quelles sont ces mesures. Enfin, dans le même sens, le Conseil a examiné et arrêté le principe des dispositions que devront prendre les administrations et les divers ordres professionnels pour éliminer de leur sein les éléments, même français, quelle que soit leur ancienneté dans la nationalité française, qui, par leurs actes ou leur attitude, ont montré qu'ils n'étaient pas dignes d'exercer leur profession dans le sens qu'exige la situation actuelle. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de chasse aux fonctionnaires, notamment aux fonctionnaires républicains, aux fonctionnaires francs-maçons, etc. Et on dit, bah, tous ces gens-là, sur lesquels on ne peut pas vraiment compter, eh bien, on va les éliminer de l'administration. Prenons un seul exemple très connu, c'est l'exemple de Jean Moulin, qui est préfet d'Eure-et-Loir à Chartres, et qui, début novembre, va être effectivement renvoyé par Vichy parce qu'il n'est pas considéré comme quelqu'un de très sûr du point de vue idéologique, etc. Mais on voit bien que dans ce dernier paragraphe, on ne parle pas spécifiquement des Juifs.
d'accord? C'est-à-dire que la lecture qui a souvent été faite par certains historiens, c'est de considérer que finalement, ce jour-là, le Conseil des ministres commence à préparer une législation contre les Juifs. Moi, je pense que c'est un abus par rapport à ce qui est marqué. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses peut-être dans les têtes, ça j'en sais rien, mais en tout cas, alors que dans le paragraphe précédent, on n'a pas hésité à parler des étrangers israélites ou des étrangers non israélites, le gouvernement de Vichy était suffisamment sûr de lui-même pour reprendre la même chose s'il avait considéré que c'était important de le mettre. Donc il aurait pu très bien dire qu'on va examiner le sort des fonctionnaires, israélites ou non, si c'était quelque chose d'important. Le fait que ça ne soit pas précisé, à mon avis, montre que c'est pas quelque chose de particulier. Bien sûr, il y a beaucoup de fonctionnaires juifs qui vont être visés par cette espèce de nettoyage de la fonction publique, mais sans rien de particulier sur les juifs. Et le fait que certains historiens regardent ça parce qu'ils connaissent déjà la suite. Donc, comme ils savent que quelques semaines plus tard, il va y avoir l'élaboration du statut des Juifs, ça, comment dire, ça fausse totalement la manière dont, en fait, ce texte nous parle. Parce que ce texte, il n'y a aucune raison qu'il ne mentionne pas les Juifs si c'était quelque chose qui était en élaboration à ce moment-là. Je pense qu'il y a aussi très souvent une projection qui est faite non seulement de ce qui va se passer avec le gouvernement de Vichy, notamment à partir de 1941 et de son antisémitisme extrêmement important, mais également de ce qui se passe après. Comme après la Seconde Guerre mondiale, être antisémite, ben c'est quelque chose qui n'est pas bien. Donc on pense a posteriori que puisque c'est pas bien, Vichy hésitait à parler des Juifs. Mais en réalité, c'est faux, puisque d'abord, on voit très bien qu'il en a parlé au paragraphe précédent, et parce que quand Vichy va décider début octobre d'élaborer le statut des Juifs, il parlera de ça sans aucun complexe. C'est une espèce de projection très bizarre des sentiments que nous avons aujourd'hui sur la manière dont les gens fonctionnent à l'époque, et c'est toujours à mon avis, une erreur très grave en histoire de ne pas comprendre qu'il y a des choses qui sont tout à fait cachères, si je puis dire ça comme ça, au moment de au moment de la période qu'on étudie, et puis bien sûr qui deviennent après des choses extrêmement déconsidérées. Je sais pas, je vais prendre n'importe quel exemple, mais il y a eu il n'y a pas longtemps en France une loi qui interdit la fessée, et donc les punitions corporelles que les parents peuvent donner à leurs enfants. Il y a 60 ans, 70 ans, c'était une évidence que les parents peuvent donner des coups à leurs enfants s'il y a besoin de leur donner des coups. Et si on ne comprend pas que c'était à l'époque quelque chose d'évident, ben on se demande, mais qui c'est ces espèces de, comment dire, de sadiques qui traitent leurs enfants comme ça. Mais ce n'est pas des sadiques, c'est tout simplement qu'ils ne vivent pas dans la même période et qu'ils n'ont pas les mêmes critères moraux, éducatifs, etc., que ce qui se passe de nos jours. D'accord? Donc c'est quelque chose qui est malheureusement très classique dans les analyses et qui souvent induit finalement certains historiens en erreur. Deuxième question, je vous ai mis un extrait qui est un extrait d'un livre de Tal Brutman que j'ai ici, qui s'appelle Au bureau des affaires juives, qui est très souvent cité et qui est considéré comme un des meilleurs livres sur la manière dont l'antisémitisme de Vichy s'est développé. Et au début du deuxième chapitre, où Brutman explique comment le statut s'est fait, alors voilà ce qu'il dit, comme je ne sais pas si c'est très visible, donc je vais le lire, et c'est important de lire d'abord son introduction et après de regarder un petit peu qu'est-ce que c'est que le document qui nous amène là.
3 semaines plus tard, après avoir été discuté à plusieurs reprises, notamment lors des conseils des ministres des 13 et 18 septembre, le projet de statut est prêt. C'est à l'occasion du conseil de cabinet du 30 septembre, réunissant l'ensemble des secrétaires d'État et présidé par Laval, qu'est finalisé, avant sa présentation au conseil des ministres suivant, le statut des Israélites. Le résumé de la réunion montre, parmi d'autres questions, quel est alors l'ensemble des mesures que va recouvrir ce projet de statut. Et quand on regarde donc le document qui est là, vous voyez que le premier point abordé, c'est la communication des lois et textes aux autorités allemandes, puisqu'on va prendre le statut, donc il va falloir le présenter aux Allemands. On rappelle la lettre du général Lalaurencie qui a prévenu que les Allemands étaient en train eux-mêmes de légiférer en zone nord. Et puis ensuite, c'est marqué statut des Israélites. Et regardez, avant-dernière discussion, et regardez qu'est-ce qui est marqué, le premier point, mesures diverses, entre parenthèses, 200 000 Israélites étrangers, fermez la parenthèse, résidence d'établissement, camp de concentration. Donc ça veut dire qu'on est passé de 12 septembre à des mesures qui devaient toucher l'ensemble des étrangers. Et c'est effectivement, il y a eu la publication d'une loi contre les étrangers à ce moment-là. On est passé donc de quelque chose qui concerne l'ensemble des étrangers à quelque chose qui concerne spécifiquement les juifs étrangers, qu'on estime à peu près 200 000 personnes en France à ce moment-là. Et puis après, bon, il y a d'autres mesures et qui continuent après avec certaines communications qui doivent être faites au Conseil des ministres, par exemple le ministère de l'Agriculture qui reparle de la reprise d'activité. En principe, il y aurait le ministère de la Production à propos de l'électricité, mais on nous dit qu'il n'est pas prêt, etc., etc. Ça, c'est donc la manière dont voit Tal Brutman les choses, c'est-à-dire que ce texte est un texte qui parle de ce qui se passe à ce moment-là et de la manière dont, dans le conseil des cabinets, on a préparé le conseil des ministres du lendemain, qui est le conseil dans lequel il va y avoir les décisions du statut qui vont être prises. Et donc, a priori, bah, tout va bien, on ne voit pas quel est le problème. Alors, il y a deux problèmes qui se posent. Le premier problème, c'est que quand moi je regarde cette espèce de, comment dire, liste comme ça qui ressemble un peu à un inventaire à la Prévert où on a des tas de choses différentes qui sont ramenées, etc. Moi, j'ai pas l'impression que c'est vraiment un compte rendu de quelque chose, un compte rendu dans lequel il y a eu des échanges, etc. Ça me paraît plutôt être un ordre du jour. C'est-à-dire, voici les différents points qu'on devrait aborder. C'est-à-dire que la forme de ce papier est vraiment problématique. Et puis, on va passer à la diapo suivante. Et puis, quand je vais voir dans les archives nationales, donc la cote d'où est tiré ce papier, qui est cité par Tal Brutman, ainsi que par d'autres historiens, hein, pas seulement par lui, mais lui rapporte en même temps donc le texte. Alors, donc c'est ce qui est tout en haut, là, je ne sais pas si vous arrivez à voir un petit peu, c'est marqué inventaire, service législatif, courrier, documentation, Troisième République, etc. On nous dit un peu quels sont les différents sujets qui sont abordés à l'intérieur de ce dossier. C'est-à-dire qu'on a un dossier d'archives avec des tas de choses différentes, mais il y a quelque chose qui, parce que ce titre parle de l'ensemble des codes qui vont donc du carton numéro 1 au carton 1027. Mais en ce qui concerne la cote F60 588, c'est-à-dire le carton spécifique qui nous intéresse, qu'est-ce qu'il y a dans ce carton? Convocation au conseil de cabinet 4042, ok. Bon, des convocations, c'est des convocations.
note concernant la présence des ministres à Vichy, parce que apparemment, il y avait besoin de savoir est-ce que les ministres sont là ou est-ce qu'ils sont en déplacement, etc. Procès-verbaux des séances du comité directeur, mais ça, et note concernant les décisions prises par le comité directeur janvier 41. Le comité directeur, il n'existe pas encore au moment de la discussion sur le statut des Juifs, donc fin septembre, début octobre 1940. Et enfin, ordre du jour des conseils de cabinet, septembre 40, mai 42. D'accord? Apparemment, c'était deux papiers différents. Il y avait des convocations et puis il y avait des ordres du jour. Je n'ai nulle part dans cette liste quelque chose qui me dit que ce qu'on va trouver dans ce carton, ce sont des comptes rendus du Conseil des ministres. Alors, il faut toujours se méfier parce que il est bien évident que les archivistes, quand ils font un résumé de ce que contient un carton d'archives, ils ne peuvent pas tout marquer. Donc, il se peut peut-être qu'au milieu de ces différents papiers, il y a un ou deux ou trois résumés du Conseil des ministres. Et le seul moyen pour moi, c'est d'aller voir ce qui se passe dans les archives et de retrouver les papiers et de voir effectivement ce que disent ces papiers. Alors, vous savez que le corona a quand même limité un certain nombre de choses, mais j'ai la chance d'avoir un ami à Paris qui va souvent aux archives nationales et qui donc peut m'aider. Donc, il avait juste demain une place aux archives nationales parce qu'à cause du corona, donc il y a seulement chaque jour un certain nombre de places qui sont attribuées pour que les gens respectent les distances entre eux. Et donc, je n'aurai une réponse à ma question que demain, parce qu'il va me photographier tous les éléments dont j'ai besoin et il va me les envoyer. Moi, je pense, je dis ça à l'avance, je pense qu'à cause de ce qui est marqué dans cet inventaire des archives nationales et à cause de la forme de ce document ne peut pas être le résumé. Alors pourquoi c'est important? Parce que si c'était le résumé, ça veut dire que ce qui est marqué là-bas tout au début, hein, sous donc le statut des Juifs, le numéro 2, et c'est marqué mesures diverses, 200 000 Israélites étrangers, résidence d'établissement, 2 points camp de concentration. Ça voudrait dire que dans le fameux Conseil des ministres où Pétain donc a fait des tas d'aggravations du statut des Juifs, etc. Bon, vous savez le fameux document découvert par Klarsfeld. Eh bien, au même Conseil, on aurait aussi décidé d'arrêter l'ensemble des Juifs étrangers en France, que ce soit au nord ou que ce soit au sud, et de les enfermer dans des camps. Si c'est quelque chose qui est marqué à l'ordre du jour, et comme je sais que la discussion sur le conseil, sur le statut des Juifs, pardon, au Conseil des ministres, a duré presque toute la séance. Hein, il y a en tout 3 heures de Conseil des ministres, je crois, et il y a 2 heures et demie qui ont été consacrées au statut. Ça me paraît un peu bizarre qu'on ait trouvé le temps d'examiner donc une question aussi grave. Est-ce qu'on va interner tous les Juifs étrangers ou non? Et puis, en plus, je sais qu'à ce même Conseil des ministres, il y a quand même le ministre de la Défense qui a fait une communication. Donc, ça a pris aussi du temps. Et ça, on est sûr qu'il a fait cette communication parce que ça a été annoncé par la suite. Pourquoi ça change les choses? Ça change les choses parce que si j'essaie de pister la manière dont Vichy va décider d'enfermer les Juifs étrangers. Alors, c'est une question importante de savoir si elle est liée au statut des Juifs et que finalement, le statut des Juifs, c'est quelque chose qui est aussi bien contre les Juifs français que contre les Juifs étrangers. Et donc, c'est pour ça qu'on a discuté de tout ça en même temps. Mais si c'est seulement l'annonce de différents sujets et qu'à cause
à cause de l'heure, comme ça se passe très souvent dans les réunions, eh bien une partie de l'ordre du jour n'a pas été abordée, alors ça veut dire que ce jour-là, on n'a pas parlé des Juifs étrangers, que finalement, c'est une question différente et on va voir tout de suite pourquoi c'est important. Mais il n'y a pas seulement ça. Il y a un autre argument, si je puis dire. Euh, euh, dans la liste, je peux vous la remettre si vous voulez, donc dans la liste de il y a des tas de choses, je vous l'ai dit, le ministre de l'Agriculture, etc., le problème du ravitaillement, etc. Or, ces points n'ont pas été abordés au Conseil des ministres du 1er octobre, mais quand je vais dans les journaux voir un peu le résumé des conseils des ministres, alors je m'aperçois qu'ils ont été abordés quelques jours après ou 10 jours après, c'est-à-dire que ce sont des points importants, mais on n'a pas eu le temps de les aborder le jour où ils auraient dû être abordés. C'est comme très souvent, vous savez, les conseils des ministres voudrait aborder tout un ensemble de points extrêmement importants, mais comme exceptionnellement, et tout le monde est d'accord là-dessus, des témoins de l'époque, ce Conseil des ministres avait duré énormément de temps parce qu'il fallait vraiment mettre en place donc toute cette législation anti-juive par rapport au statut des Juifs, eh bien, donc apparemment, on ne parle pas de ça. Pourquoi c'est important? Parce que je reviens donc dans l'autre dans l'autre diapo, parce que j'ai d'autres documents qui sont intéressants aussi. D'abord, vous avez tout à droite le journal des débats. J'ai essayé d'agrandir au maximum pour que vous puissiez lire assez bien. Donc, ce journal des débats rapporte ce qui s'est passé au Conseil des ministres du 11 octobre. La parution, c'est le 12 octobre, mais il parle du Conseil des ministres de la veille. Et donc, on nous dit qu'il y a des tas de mesures sociales qui ont été prises, et notamment pour combattre le chômage. Et si vous regardez le début du paragraphe après l'intertitre, l'élimination de certaines catégories de salariés, et c'est marqué en gros, on nous dit la chose suivante, c'est juste au niveau du petit carré, là, journal des débats. Pour répartir les possibilités de travail existantes, certaines catégories de salariés vont être éliminées du marché du travail. Alors après, on nous dit, oui, on va travailler contre le travail au noir, on va interdire aux fonctionnaires de faire d'autres métiers, etc. Mais l'expression être éliminé du marché du travail est une expression, comment dire, extrêmement menaçante. Or, l'enfermement des Juifs étrangers va être justifié par le fait qu'ils sont en surnombre dans l'économie nationale. Quand on va voir les fiches des gens qui ont été donc dans ces camps, par exemple, moi j'ai été travailler un peu sur le camp de Rivesaltes, au dos des fiches du camp de Rivesaltes, c'est marqué en surnombre dans l'économie nationale. Parce qu'il faut bien, on est quand même dans un état de droit, même si c'est le gouvernement de Vichy, vous êtes obligé de marquer quelle est la raison pour laquelle quelqu'un est arrêté. Et systématiquement, les Juifs étrangers qui sont arrêtés, donc fin 1940, le sont arrêtés parce qu'ils sont en surnombre, on les considère comme en surnombre, et si j'ai du chômage, ben, le meilleur moyen pour réduire le chômage, c'est de prendre les Juifs étrangers, de les enlever du circuit économique, et comme ça me libère des places. D'accord? Ça, c'est la première volonté. Pourquoi donc le gouvernement va choisir de faire une loi spéciale qui va paraître le 18 octobre, donc quelques jours plus tard, contre les Juifs étrangers. Et vous avez cette loi donc à gauche, qui est de nouveau résumée donc, par le même journal, au terme d'une loi promulguée à l'officiel. Les ressortissants étrangers de race juive pourront être à l'avenir internés dans des camps spéciaux par décision du préfet du département de leur résidence. On va venir sur le reste après, mais
donc c'est dit très très clairement au début de la loi, désormais les juifs étrangers peuvent être arrêtés et internés s'ils posent problème finalement dans le fonctionnement de la France. Ça c'est quelque chose qui moi me paraît clair, c'est-à-dire que on a glissé finalement d'un enfermement des étrangers à un enfermement des juifs étrangers. Ok, ça c'est un premier point. Deuxième point qui est très important, c'est si on essaie de voir justement ce qui sépare le statut des Juifs de la loi sur les étrangers, c'est la question des biens et des personnes. Dans le communiqué, on en avait parlé, il me semble, déjà la semaine dernière, dans le communiqué qui accompagne donc la publication au journal officiel du statut des Juifs, il est marqué que d'abord le gouvernement pas ça pour revanche, etc. Mais en plus, c'est marqué, nous ne touchons pas ni aux biens ni aux personnes des Juifs. Et ils sont comment dire, extrêmement sincères. Ça paraît bizarre que je dise ça, alors qu'un an après, les Français vont commencer à se mettre avec les Allemands pour arianiser les biens des Juifs, mais ça sera un an après. C'est très important pour ceux qui sont au pouvoir en octobre 40 de montrer que ce qui est en cause, c'est l'influence juive, mais ce n'est pas comment dire, les Juifs en tant que citoyens personnels. Et c'est tellement important que je voudrais vous montrer deux exemples qui soulignent ça. Le premier exemple, c'est le même 18 octobre, donc le jour où le statut des Juifs et en même temps la loi contre les étrangers sont publiés. Eh bien, il y a la deuxième ordonnance allemande qui est publiée en zone nord. Enfin, elle sera publiée le lendemain, mais elle est datée du 18 octobre. Il y a toute une discussion qui a eu lieu dans les jours précédents entre les délégués de Vichy à Paris, et notamment le général de la Laurencie, et puis donc les responsables allemands qui sont en train de mettre au point le statut des Juifs, qui sont en train de mettre au point la deuxième ordonnance. Or, cette deuxième ordonnance, c'est quoi? C'est l'ordonnance qui met en place l'arianisation des biens des Juifs. C'est ce qui va permettre aux Allemands de commencer à sortir les Juifs des magasins qu'ils dirigent ou des entreprises qu'ils dirigent. Donc, c'est la deuxième ordonnance qui fait ça. Il y a bien sûr, dès le départ, une protestation de Vichy, même pendant l'élaboration, parce qu'ils ont très peur que les Allemands en profitent pour s'approprier une partie de l'économie française. Mais il y a un autre point qui, je ne sais pas pourquoi, n'est jamais souligné par les historiens, alors qu'on a plusieurs documents qui le montrent. Une des protestations de Vichy par rapport à l'élaboration de cette ordonnance allemande, c'est le fait que les Allemands ont prévu dans la loi que les biens privés des Juifs pourront également être saisis. C'est-à-dire que les Juifs vont avoir l'obligation, pas seulement de déclarer leurs biens commerciaux, mais également de déclarer leurs biens personnels. Et les délégués de Vichy protestent tellement contre ça, parce que ça, c'est totalement illégal du point de vue du droit international, que les Allemands vont renoncer à ça. Ça va avoir comme conséquence que pendant 2 ans, jusqu'en 1942, en principe, les Allemands ne peuvent pas spolier les biens personnels des Juifs. Ça va changer au moment des déportations, mais ça sera plus tard, parce que les Allemands vont profiter des déportations pour justement s'emparer des biens personnels des Juifs qu'ils déportent. Mais avant ça, les biens personnels des Juifs sont protégés. Pourquoi? Parce que Vichy trouve ça à ce moment-là, en octobre 1940, Vichy trouve ça absolument insupportable que les biens privés des gens puissent être à la disposition de l'État. Et eux, c'est ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'ils ont dit dans la manière dont le statut des Juifs a été rédigé. Et donc, c'est la chose qu'ils arrivent à faire
qu'ils arrivent à changer chez les Allemands dans la rédaction de la deuxième ordonnance. Mais il y a quelque chose qui est encore plus intéressant. Dans des papiers de Heilbronner qui se trouvent à l'Alliance universelle, il y a une historienne qui a trouvé une lettre, deux lettres d'ailleurs, du ministre de l'Intérieur, donc Pérouton, qu'il adresse à un certain David. On ne sait pas qui est ce David, mais c'est évident, d'après le texte de la lettre, qu'il s'agit d'un juif. Or, toute la discussion qui est entre donc Pérouton qui écrit et cet interlocuteur juif avec qui il discute, c'est autour du statut des Juifs. Et Pérouton en vient à dire, peut-être que tu as raison de dire que le statut des Juifs, c'est une mauvaise chose. Mais tu dois savoir deux choses, deux points. Le premier point, c'est que si on n'avait pas fait le statut des Juifs, les Allemands auraient fait des choses encore pires. Ce qu'on a fait avec le statut des Juifs, on en a parlé déjà la semaine dernière, c'est essayer de bloquer les choses. C'est une illusion de Vichy, mais c'est ce qu'ils croient à l'époque. À l'époque, ils pensent qu'ils peuvent freiner l'antisémitisme allemand en faisant de l'antisémitisme français plus modéré. Ça, c'est un premier point. Mais aussi, Pérouton rajoute nous avons bien insisté, c'est ce que nous avons fait, et nous sommes fiers de cela, pour dire que nous ne touchons pas ni au bien des Juifs, ni à leur propre personne. Et ça, c'est central pour Vichy dans le premier statut. Alors que si on va regarder la loi sur donc contre les Juifs étrangers et plus encore l'application qu'il va en être fait, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que les Juifs étrangers non seulement vont être touchés par dans leur personne, puisqu'on va les enfermer dans des camps, mais en plus de ça, ils seront touchés également dans leurs biens, puisque le peu qu'ils ont, ça va être laissé, et s'ils n'ont pas trouvé quelqu'un qui peut s'occuper de leurs biens en attendant, etc., ça va être piqué par des voisins, etc. Et plus que ça, ils vont parfois se retrouver dans des endroits où on va totalement les exploiter. C'est-à-dire que sur le plan économique, et pas seulement sur le plan de la liberté, c'est quelque chose qui est catastrophique pour les Juifs étrangers qui sont arrêtés et enfermés. Donc on voit très bien qu'il y a là une manière de s'adresser aux Juifs qui est totalement différente. Les Juifs étrangers, parce qu'ils sont Juifs étrangers, alors on peut faire plus ou moins ce qu'on veut avec eux. Les Juifs français, c'est vrai que bon, ils sont Juifs, alors ils sont problématiques, mais ils restent des citoyens français et donc on ne les touche pas. Ça, c'est la première différence très importante entre le statut des Juifs, donc destiné aux Juifs français, et la loi sur l'enfermement des Juifs étrangers. Deuxième différence, c'est en ce qui concerne le lieu géographique d'application. Le statut des Juifs, il est valable pour toute la France. Et c'est pour ça d'ailleurs que les Français avaient soumis leur projet de statut aux Allemands. Par contre, la loi sur l'enfermement des Juifs étrangers n'est pas présentée aux Allemands. Elle reste une loi locale, entre guillemets, c'est-à-dire qui n'est applicable qu'en zone sud parce qu'elle n'a pas eu l'imprimatur de l'autorisation de la part des Allemands. Et plus que ça, lorsque en mars 1941, les Allemands s'aperçoivent à Paris, les Allemands, c'est les représentants SS, etc., qu'il y a quelque chose de ridicule en France, puisqu'il y a des milliers de Juifs qui sont enfermés en zone sud, il n'y a pas un seul Juif qui est enfermé en zone nord. Alors que la zone nord, elle est occupée par les Allemands. Les Allemands, c'est eux qui savent ce que c'est que l'antisémitisme. C'est eux qui savent faire justement des choses contre les Juifs. Or, il n'y a rien. Pourquoi? Parce que Vichy n'a pas appliqué sa loi contre les Juifs étrangers en zone nord. Et donc, les Allemands vont demander à ce qu'on applique cette loi. Et ils vont avoir beaucoup de mal. Il va falloir qu'ils fassent des pressions terribles. Et finalement, c'est seulement en mai 1941
qu'il y aura la fameuse rafle dite du billet vert, hein, où il y a près de 4000 juifs étrangers de Paris qui vont être arrêtés et envoyés à Beaune-la-Rolande et à Pithiviers. Et ces arrestations vont se faire à la demande des Allemands, mais en se servant de la loi sur l'enfermement des Juifs étrangers, c'est-à-dire de cette loi du 18 octobre. Et c'est la seule fois où cette loi sera utilisée en zone nord, puisque par la suite, comme lorsque les nazis vont recommencer des opérations d'arrestation en zone nord, ça sera après le déclenchement de la guerre contre l'URSS, et que donc il y a la résistance communiste qui commence à faire des attentats. Eh bien les opérations d'arrestation, que ce soit en août 41 ou que ce soit en décembre 41 à Paris, vont être commanditées à la police parisienne par les nazis sous prétexte de sécurité, parce qu'on sait que les communistes, ils sont presque tous juifs, et donc si on arrête des juifs, comme ça, on va arrêter en partie ces terroristes, etc., qui attaquent les troupes allemandes et tout ça. Donc, les Allemands n'ont plus besoin, à partir du 22 juin 41, ils n'ont plus besoin d'une loi française pour arrêter les Juifs, puisqu'ils ont cette question de la sécurité qui leur permet d'arrêter les gens qui menacent leur sécurité. Et donc ça, c'est aussi quelque chose de très différent entre les deux lois, et cette idée finalement que Vichy fait une loi spécifique pour eux. Maintenant, la question se pose, pourquoi Vichy veut enfermer les Juifs étrangers en zone sud et seulement en zone sud? Alors, a priori, je veux dire, s'ils sont antisémites, ils devraient être contents aussi qu'on enferme les Juifs en zone nord. Parce que, en dehors de la, comment dire, du fait que économiquement les Juifs sont des gens qui viennent manger le pain des Français, les Juifs étrangers, et donc c'est pour ça qu'il faut les éliminer, il y a en fait un autre problème, un autre souci qu'a le gouvernement de Vichy. C'est le fait que ce qu'il vise avec ces arrestations, c'est pas seulement à sortir les Juifs du circuit économique, c'est également à s'en débarrasser. C'est-à-dire qu'à partir de novembre 1940 jusque le printemps 1942, Vichy va tenter des tas de choses pour essayer de faire partir les Juifs étrangers qui sont en zone sud. À l'extérieur, ils vont même faire des négociations avec les Américains, avec les Mexicains en ce qui concerne les républicains espagnols, etc. C'est-à-dire que vraiment, ils espèrent que ces Juifs qu'ils ont enfermés, ils pourront s'en débarrasser vers des pays qui ont plus de place et peuvent se permettre d'accueillir comme ça des étrangers sans problème, etc. Ça ne va pas fonctionner. Entre autres, pourquoi ça ne va pas fonctionner? Parce que c'est Roosevelt et son trust qui vont décider qu'on ne va pas accueillir de Juifs étrangers qui sont au sud de la France. Pourquoi? Parce que si on commence à ouvrir cette espèce de passage pour que les Juifs puissent quitter l'Europe, les Allemands vont pousser encore plus de Juifs de chez eux vers la France, et donc il y aura de nouveaux réfugiés qui seront là, et comme les États-Unis auront commencé un accueil des réfugiés juifs, ils vont être obligés de continuer. Et à l'époque, vous savez que non seulement il y a les frontières des États-Unis qui sont bien fermées, mais règne aux États-Unis également un antisémitisme assez important qui explique aussi pourquoi on refuse d'accueillir donc ces réfugiés juifs, surtout qu'on parle de réfugiés qui pour la plupart sont pauvres, donc on ne voit pas pourquoi on les accueillerait aux États-Unis. Donc, mais Vichy, pendant un certain temps, va espérer qu'ils pourront faire partir ces Juifs étrangers à l'extérieur. Et il faut bien comprendre qu'ils sont en concurrence avec les nazis, puisque au moins jusqu'à l'été 1941, la politique des nazis, c'est de faire partir les Juifs à l'extérieur. On voit ça très bien, par exemple, avec les Juifs du Luxembourg. Les Juifs du Luxembourg, il y a toute une partie
qui, après l'occupation allemande, vont être pris et expulsés, pas seulement vers la France et la Belgique, mais même plus loin, parce que ce que veulent les nazis, c'est se débarrasser des Juifs. Mais s'en débarrasser, pas en les assassinant, s'en débarrasser parce qu'ils iront se faire pendre ailleurs, si je puis me permettre cette expression. Hein. Et donc, il y a une concurrence, et moi j'ai retrouvé mais encore hier un papier que j'avais photocopié à l'époque dans les archives et que j'avais complètement oublié, qui montre à quel point il y a une politique concurrente entre Français et Allemands, parce que chacun cherche à se débarrasser les uns des Juifs en général et les autres, en ce qui concerne la France, des Juifs étrangers, et que, comment dire, si on aide l'autre pays à se débarrasser des Juifs, ça veut dire que nous, on aura moins de possibilités de nous débarrasser des Juifs. Donc, ça explique aussi pourquoi Vichy ne veut pas s'occuper des Juifs étrangers qui se trouvent en zone nord. La dernière chose qui est très différente entre les deux lois, eh bien, on va la comprendre tout de suite si on reprend donc le texte qui paraît au journal des débats le 19 octobre et dans lequel donc on a cette loi sur les Juifs étrangers. Alors, j'avais lu juste le premier paragraphe. Le deuxième paragraphe est rédigé ainsi. Une commission chargée de l'organisation et de l'administration de ces camps, c'est-à-dire les camps où on va enfermer les Juifs, est constituée au ministère de l'Intérieur et comportera j'ai perdu la liste, et comportera un inspecteur général des services administratifs, le directeur de la police du territoire et de la justice, ou leur représentant, ainsi qu'un représentant du ministère des Finances. C'est-à-dire que dans la loi même, on explique tout de suite comment on va mettre en place cette politique contre les Juifs étrangers, et on s'en donne les moyens. C'est-à-dire on sait exactement quels sont les ministères concernés, etc., etc. Et ça, c'est essentiellement différent du statut des Juifs. Autant dans le statut des Juifs, les ministres et Pétain sont descendus énormément dans le détail pour savoir qu'est-ce qui est autorisé aux Juifs, qu'est-ce qui est interdit, etc. Autant il n'y a rien qui est marqué sur le mode d'application de la loi. Et ça va poser des problèmes à l'administration française, pas possible. Et il y a par exemple une réunion, je crois que c'est le 16 décembre 1940, où le secrétaire général du gouvernement va réunir l'ensemble des représentants des administrations, et toute la discussion est consacrée à la question comment on fait pour appliquer le statut des Juifs. Je vous donne un exemple. C'est marqué dans le statut des Juifs, toute personne de race juive, d'accord? Mais personne n'a l'idée de comment on peut appliquer vraiment cette question de race juive. Et il y a comme ça, et il y a par exemple aussi un problème de savoir qui est-ce qui contrôle qu'il ne va plus rester de Juifs dans telle ou telle administration. Et alors, il y a par exemple le représentant, j'ai oublié de quel ministère, qui dit « Ah ben non, moi, j'ai pas compris la loi comme ça, c'est-à-dire je pense pas que c'est moi qui dois vérifier, moi, j'ai pensé que c'était le ministère de la Justice. » C'est-à-dire qu'il y a un espèce de balagan, je trouve pas d'autre mot, parce que je vais pas dire pire en français, hein, mais vraiment un balagan qui existe parce que rien n'a été prévu vraiment pour l'application de la loi, comme si ce qui était important, c'était de faire la loi, mais que finalement, pour son application, que l'administration se débrouille. Et là, on voit vraiment quelque chose de très différent. C'est-à-dire la loi contre les Juifs étrangers, elle va commencer à fonctionner une semaine après qu'elle ait été publiée au journal officiel. Cette fameuse commission qui s'occupe des camps, elle va se réunir déjà une semaine après, et tout de suite, on va commencer à discuter de comment on va faire les camps, de comment on se sert des camps existants, etc., etc. C'est-à-dire que c'est une loi qui concrètement est appliquée immédiatement. Le statut des Juifs, ça va durer un certain temps. Finalement, tout n'est pas encore mis en place
même au moment où la politique de Vichy va changer totalement, c'est-à-dire quand quand le service juif central avec Xavier Vallat va être créé en fin mars 1941, le commissariat général aux questions juives, et c'est Xavier Vallat qui va mettre de l'ordre là-dedans. D'accord? Mais le premier statut des Juifs n'est pas vraiment une loi qui est organisée de manière à pouvoir fonctionner simplement et sans à-coups et sans difficulté. Ok, donc ça c'est vraiment quelque chose qui montre à quel point ce sont des lois différentes, même si vraisemblablement, on l'a vu, elles sont prises dans un cadre de départ qui est le même cadre, à savoir décider de commencer une législation contre les Juifs. L'idée de ces lois, la manière dont on va les appliquer, la manière dont on les fait fonctionner, que ce soit pour l'Algérie, que ce soit pour les Juifs étrangers en zone sud, ou que ce soit pour les Juifs français de manière générale à travers la France, eh bien, ces trois lois, bien qu'étant, comment dire, quelque part d'origine identique, c'est-à-dire la volonté à partir de fin septembre de créer des lois antisémites, c'est finalement des politiques tout à fait différentes et qui vont avoir des conséquences d'ailleurs extrêmement différentes. Et donc je voudrais terminer juste parce que je pense que c'est bien de parler de Vichy, mais il faut aussi parler des victimes. Donc j'ai voulu terminer un petit peu sur les conséquences concrètes pour les Juifs étrangers de cette loi. Alors, quelques exemples. D'abord, vous avez à droite, vous voyez, c'est un document très intéressant que j'avais trouvé aux États-Unis, qui est un rapport du consul général américain à Marseille, qui a été faire une tournée d'inspection des camps où on enferme les étrangers en zone sud et plus particulièrement dans certains camps. Alors j'ai sorti là de son rapport juste l'exemple d'un camp qui est le camp de Gurs, donc qui se trouve dans les Pyrénées. Et regardez ce qu'on a, c'est terrible, je trouve. Hein. D'abord, on nous donne la statistique de qui se trouve dans ce camp. Alors on nous dit il y a 14 000 femmes et hommes et enfants dans ce camp. Et ça inclut 7 500 à 8 000 juifs, qui sont essentiellement donc les juifs qui ont été expulsés de Bade et du Württemberg fin octobre. Il y a 150 idiots. C'est-à-dire qu'apparemment on a vidé des hôpitaux psychiatriques et on a mis les gens là-bas, hein, et crazy and very old, donc des personnes âgées qu'on a sorties des hôpitaux psychiatriques et qu'on a envoyés en France. Et puis il y a parmi ces juifs, il y a 580 enfants et il y a aussi donc 500 femmes. C'est-à-dire que donc la majorité des gens qui sont au camp de Gurs sont des hommes. Et après, le paragraphe suivant, donc il parle de la santé, health. Hein, et ce qu'on nous décrit là est terrible. Il y a des très mauvaises conditions, il y a de la malnutrition, il y a je sais pas ce que c'est, de la bronchite, des différentes maladies qui atteignent particulièrement les enfants, etc., etc., que les gens de manière générale donc n'ont pas de résistance vis-à-vis donc des infections. Il y a une trentaine de médecins, mais ces médecins, ce sont des médecins internés. Hein, il n'y a aucun médecin extérieur qui s'occupe de la population dans le camp. Et donc ils n'ont pratiquement pas de médicaments, ils n'ont pas de sérum pour la diphtérie, ils n'ont pas d'insuline s'il y a des cas de diabète, etc., etc. Donc il y a vraiment une situation sanitaire qui est absolument terrible, qui explique le nombre de morts extrêmement important
qui va avoir lieu presque immédiatement. Alors, regardez ce qu'on nous dit. Il y a à peu près 300 personnes qui sont décédées au cours de novembre 1940 et puis 150 rien que dans les 10 premiers jours de décembre. Et il donne un exemple de morts en une journée. Donc, 4 qui sont morts de problèmes chroniques de cœur, 7 parce que ce sont des vieilles personnes qui n'ont pas résisté, etc., etc., de malnutrition, un bébé de 4 mois, des enfants de 2 ans. C'est-à-dire qu'il y a une souffrance dans ces camps immédiatement, et ça, c'est quelque chose qui, comment dire, ne préoccupe pas du tout Vichy. Alors, quand est-ce que ça va préoccuper Vichy? C'est à la suite de ce rapport, parce que j'ai dit du mal des Américains en disant qu'ils n'ont pas voulu accueillir les Juifs, mais ce qui est vrai, c'est qu'à partir de ce rapport-là, dans les premiers mois de 1941, le gouvernement américain et ses représentants vont faire pression sur Vichy pour que la situation soit améliorée dans les camps où sont enfermés les étrangers. Et la seule manière finalement d'améliorer, ça va être de relâcher une partie de ces juifs étrangers. Et c'est très, très intéressant de voir la courbe démographique de ces différents camps, même si on a un peu du mal parce qu'on n'a pas des nombres absolus, il y a plusieurs sources différentes, mais on voit très bien que il y avait déjà à peu près 25 000 étrangers, dont un certain nombre de juifs qui se trouvaient dans les camps avant la loi, et puis ça va monter pratiquement à 60 000 étrangers, dont une grande partie de juifs. Mais il y a aussi des gitans, il y a aussi des espagnols, etc. Et puis à partir de la fin du printemps, le début de l'été 1941, qui est le moment où le nombre donc devient le plus important, on voit que tout d'un coup, on commence à libérer un certain nombre de personnes grâce aux Américains, grâce aussi à beaucoup d'associations françaises, que ce soit des associations juives ou des associations non juives. Souvent, on va l'administration des camps va autoriser des sorties à long terme à condition d'avoir des garanties par rapport au fait que les gens ne s'enfuient pas, etc., etc. Et donc, le nombre de juifs dans les camps va se mettre à dégonfler. Et si on regarde en juillet 1942, c'est-à-dire juste avant les grandes déportations d'août 42, on voit qu'il ne reste plus qu'environ 10 000 juifs dans ces camps, et ça explique aussi pourquoi finalement les Français, quand ils vont vouloir prendre des juifs apatrides, auront des problèmes parce que les camps ne vont pas être suffisants. Alors, je vous ai mis également une carte qui montre à quel point il y avait des camps un peu partout dans le sud de la France. Je vous ai mis 2 photographies qui montrent un aspect de ces camps. Le camp de Brenz, qui se trouve au-dessus, là où on voit la boue qui s'accumule. On est en mars 1941, c'est-à-dire au moment des pluies, etc. Et en dessous, on est dans le camp de Rivesaltes, et c'est en fait la maison du secours suisse. Et ça, c'est très important parce que ça montre qu'il y a vraiment des interventions pour non seulement essayer de faire libérer des gens, et notamment des juifs, mais également pour améliorer la vie de ces prisonniers. Il y a d'ailleurs un conflit moral qui existe dans toutes ces associations. Parce que la question est de savoir, est-ce qu'on accepte de collaborer avec ce que fait le gouvernement de Vichy pour améliorer les conditions de vie? À ce moment-là, on devient complice de ce qui se passe, ou alors est-ce qu'on doit refuser? Mais si on refuse, ça veut dire qu'on ne peut pas aider les gens qui sont enfermés dans les camps. Voilà, et la dernière chose, c'est une plaque qui existe au camp de Noé, qui est la seule chose qui est restée dans cette toute petite ville donc, où existait un camp
pour étrangers, notamment pour juifs étrangers, et où il y a une citation donc de Jérémie qui rappelle ce qui s'est passé à cet endroit-là, et c'est marqué aux victimes du nazisme et racisme, hein, et c'est intéressant de voir que le mot de Vichy n'est pas du tout prononcé, alors que même si parfois je trouve qu'on exagère avec ce qu'a fait Vichy, là c'est bien évident qu'il fallait absolument rappeler que s'il y a eu autant de morts dans ces camps, c'est d'abord et avant tout à cause du fait que Vichy a enfermé les juifs étrangers sans vraiment se préoccuper finalement de leur sort. Voilà, il est 7 heures, donc on va arrêter là. Est-ce que vous avez des remarques, des questions? Oui. Sur les femmes, tu sais. Dis-le. Alain, Oui. quand tu as parlé du Conseil des ministres, tu sais qu'il y avait eu lieu avec différentes questions, il y avait tout un paragraphe sur les femmes qui ne pouvaient pas être employées parce que si elles étaient mariées. Hein, parce que comment on peut réduire le chômage? Ça a fonctionné, ça? Oui, oui, bien sûr, ça fonctionne. Comment est-ce qu'on réduit le chômage? C'est qu'on empêche les femmes de travailler si on peut trouver un moyen de les empêcher de travailler, parce qu'on est c'est un gouvernement conservateur qui considère que la place de la femme, c'est à son foyer, qu'il faut se rappeler qu'en France, quand est-ce que les femmes ont commencé vraiment à travailler? C'est pendant la guerre de 14-18, parce qu'il fallait remplacer les hommes. Et là, l'idée du gouvernement de Vichy était de faire l'inverse, de faire retourner les femmes dans les foyers. Heureusement, ça n'a pas vraiment fonctionné. Merci. De rien. Il y a, excusez-moi. Oui. Excusez-moi. Est-ce que vous m'entendez? Oui, mais parlez un peu plus fort. Est-ce que le fait d'avoir promulgué deux lois, d'abord, vous m'entendez? Oui. Oui. Est-ce que le fait d'avoir promulgué d'abord une loi contre les juifs étrangers, est-ce que ce n'était pas d'abord une solution de facilité parce que les étrangers, personne ne les défendait, mais surtout pour diviser la communauté juive? Ce qui s'est passé sur le terrain, c'est que les juifs qui avaient la citoyenneté française se croyaient protégés et donc ne se sont pas révoltés. Et ça a mené plus facilement après leur enfermement. C'était une politique finalement de salami. D'abord, on passe au plus facile, après on va au plus difficile. Alors, je pense que c'était une politique de salami, mais pas pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que la coupure entre juifs français et juifs étrangers est quelque chose qui existe vraiment au moment de la guerre. C'est quelque chose qui est ouvert. Liliane, je crois qu'il faut fermer le micro. C'est possible de couper le micro là? Je ne sais plus où c'est. Voilà, merci. Ça, je ne sais pas pourquoi ça fait as. Il y a très peu d'entente entre la communauté étrangère et la communauté classique officielle. Il y a plein de livres là-dessus, etc. Il y a des rares endroits, comme par exemple les éclaireurs israélites de France, où il y a un certain contact, où il y a même des groupes, des troupes qui ont été faites dans certains endroits pour les jeunes juifs de l'immigration. Mais par exemple, quel est le but? Comment ça s'appelle là dans l'île Saint-Louis? J'ai oublié cette rue où il y avait des immeubles qui étaient habités pratiquement que par des juifs. Eh bien, pourquoi on veut intégrer ces jeunes juifs de l'immigration à l'intérieur du système scout? C'est pour les intégrer encore mieux à la France. Le but, c'est pas seulement d'être gentil avec les immigrés, c'est aussi parce que il faut qu'ils deviennent des vrais Français. Et donc il y a des conflits ouverts qui existent avec ça, même parmi les gens qui sont les plus dévoués, les plus extraordinaires. Je voudrais juste donner
un exemple, voilà, mais c'est toujours comme ça que j'oublie son nom. Nous, l'ancien grand rabbin de Strasbourg qui était à Marseille pendant la guerre. Isaïe Schwartz. Non, Schwartz était à Lyon. Ah, le grand rabbin Hirschler. Voilà, Hirschler. Mais oui. Hirschler, un homme extraordinaire. Il a dirigé la commission des camps et grâce à lui, il y a des gens qui ont été sauvés, etc. Et il a sauvé que des juifs étrangers. Mais Hirschler, lorsque en novembre, je crois, octobre ou novembre 1943, il y a un bruit qui arrive et qui dit que Pétain va renvoyer Laval, il vient spécialement à Vichy pour essayer de rencontrer Laval, mais comme Laval n'est pas là, donc il rencontre le secrétaire général de Laval et il lui dit « Nous savons, nous autres juifs français, tout ce que nous sommes redevables au président Laval. » D'accord? C'est-à-dire que d'un côté, Hirschler sait très bien qu'il y a une politique de Vichy qui est essentiellement contre les juifs étrangers, mais d'un autre côté, il sait que lui, en tant que juif français, eh bien, il est quelque part protégé et qu'il est content de cette protection parce qu'il est un bon citoyen français aussi. Et beaucoup de gens sont partagés par rapport à ça. Et ça n'a pas vraiment changé les rapports de ce point de vue-là entre juifs français et juifs étrangers. C'est finalement après la guerre que les choses commenceront à être extrêmement différentes. Et en tout cas, quand Vichy décide de faire donc ces deux lois, s'il fait une différence, c'est parce que Vichy, jusqu'au bout, fera toujours une différence entre les juifs français et les juifs étrangers, parce que c'est, comment dire, quelque chose qui est intégré à l'intérieur même de l'idéologie de Vichy, puisque si Vichy a pris le pouvoir, si c'est organisé, c'est d'abord et avant tout pour protéger le peuple français à cause de tout ce qui s'est passé, de la défaite, de l'occupation, etc. Et dans le peuple français, il y a également les juifs, parce que les juifs sont citoyens. Même s'ils ont un statut inférieur, etc., ils restent citoyens. Et donc, il y aura une politique extrêmement différente qui explique pourquoi il y a moins de 10% des juifs français qui ont été déportés et presque 40% des juifs étrangers. Parce que Vichy a essayé de protéger, de défendre systématiquement les juifs français. Alors on peut dire que c'est pas moral, etc., mais c'est un fait. Mais à la rave du Veldiv, c'était la police française qui a aidé. On ne peut pas dire qu'ils ont protégé. C'était des juifs français qui ont été raflés. Non, pas du tout. Il y a en principe aucun juif français. C'est que des juifs apatrides, d'accord? Et il n'y a pas un seul juif français qui a arrêté. Alors, il faut toujours se méfier des statistiques parce qu'il y a toujours les cas exceptionnels. Mais au contraire, Vichy a négocié avec les nazis pour qu'on n'arrête pas les juifs français, puisque les nazis voulaient que la moitié de ceux qu'on arrêterait soient des juifs français. Ils ont obtenu le fait qu'à la rave du Veldiv, on n'arrête pas les juifs français. C'est en échange de ça que Vichy a accepté d'arrêter en zone sud, lui-même directement, les juifs apatrides. Donc c'est une espèce d'échange qui a été fait. On vous arrête 10 000 juifs en zone sud, en échange, vous n'arrêtez pas les juifs français. Et ça, c'est quelque chose qui, globalement, parce que les nazis sont aussi des tricheurs, mais globalement protège les juifs français jusqu'août 1943. En août 1943, les Allemands dénoncent les accords, et à partir de ce moment-là, donc il y a beaucoup plus de juifs français qui sont arrêtés. D'accord. Oui. Donc, on ne peut pas dire que Vichy a protégé les juifs français jusqu'à la fin de la guerre. On peut dire peut-être jusqu'au 1943. Oui, mais ce n'est pas de son fait. C'est parce que, justement, qu'est-ce qui s'est passé en août 1943? Vichy a refusé d'enlever la nationalité française aux juifs qui
avaient reçu la nationalité française, qui avait été naturalisée entre 1927 et 1940. Il y avait un processus, et il y a à peu près 7000 juifs qui ont perdu la nationalité française, mais c'est seulement quelque chose comme 5 ou 6% des juifs étrangers. Mais ce que voulaient les Allemands, c'est qu'ils voulaient que Laval et Pétain signent une loi qui aurait supprimé du jour au lendemain la citoyenneté française aux Juifs qui étaient devenus français donc depuis 1927, et ça a été refusé, et en vengeance en quelque sorte, ils le disent, et on a les comptes rendus directs des Allemands, ils décident désormais que pour eux, ils ne feront plus de différence entre les Juifs français et les Juifs étrangers. Mais ça, c'est les Allemands qui décident. Ce que peut faire, par exemple, ce que va faire Vichy, en tout cas René Bousquet, c'est qu'il va refuser au SS l'accès aux listes des Juifs en zone sud. Donc la SS va faire des rafles en zone sud, mais elle n'aura jamais de listing pour s'appuyer dessus. Alors, il s'appuie en général sur les collaborateurs français. Il faut savoir qu'il y a à peu près 30 000 à 40 000 Français qui émargeaient financièrement dans les différentes commandants de tours, et qui donc, eux, étaient les gens les plus dangereux, bien plus dangereux que la milice. La milice n'a pratiquement pas arrêté de juifs. Ce qui préoccupait la milice, c'était les résistants. Mais ces gens-là qui étaient des collaborateurs économiques, c'est-à-dire qui travaillaient avec les nazis à la fois parce qu'ils détestaient les juifs, mais aussi parce qu'ils voulaient gagner de l'argent, ont fait des dégâts terribles. Mais ça a été quand même limité parce qu'il n'y a pas de liste. C'est très caractéristique, par exemple, à Nice. Lorsque les Italiens partent de Nice en septembre 1943, il y a Brunner qui descend avec toute son équipe de spécialistes d'arrestation, etc., à Nice pour essayer d'arrêter le maximum de juifs. Il y a 25 000 juifs dans la région de Nice à ce moment-là. Brunner va réussir en 2 mois et demi à arrêter 3 000 personnes. Alors c'est 3 000 personnes de trop, mais ça veut dire qu'il y a presque 90% des juifs qui vivaient dans la région qu'il n'a pas pu arrêter. Pourquoi il n'a pas pu les arrêter? Parce que ni les Italiens, ni l'administration italienne, ni l'administration française n'a collaboré avec eux. Et quand l'administration ne collabore pas, ben, je ne peux pas arrêter les gens. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne dit jamais. Oui. Le bouquin de Anne Sinclair qui évoque la rafle des notables. Les notables, c'était tous des Français aussi. Oui, mais c'est une décision allemande. C'est une rafle qui est organisée par les Allemands, où ils vont prendre, sans rien dire à Vichy, ils vont prendre directement des policiers français de la préfecture de police. Et de toute façon, avec eux, il y a des soldats allemands, et c'est eux qui font l'essentiel des opérations. On le voit bien d'ailleurs sur les photos de l'époque. Et il n'y a aucune intervention de Vichy dans cette rafle et dans les conséquences de cette rafle. J'ai fait une lettre de 4 pages à Anne Sinclair que j'ai envoyée il y a quelques jours, donc j'espère qu'elle le lira, dans lequel je lui montre un peu toutes les erreurs qu'elle a commises. Bien. Ok. Alors, bonne soirée, bonne fin de fête, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom et Shabbat à tout le monde. Et à bientôt. Au revoir. Bah. Comment on ferme? Voilà.